Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est un tournant dans la crise ukrainienne qui oppose le pouvoir en place aux manifestants pro-européens. Après 2 mois de contestation à Kiev, eh bien, les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir ces derniers jours et de manière extrêmement musclée. Vous le voyez sur ces images, bilan au moins 5 morts et 300 blessés, les premiers morts de la contestation. Malgré les lois liberticides votées par le pouvoir, les protestataires, eux, eh bien, ne désarment pas. Ils veulent aller jusqu'au bout et réclament aujourd'hui des élections anticipées. Vous le savez, de nouvelles négociations se sont ouvertes ce jeudi entre le pouvoir ukrainien et l'opposition. Jusqu'où peut aller cette contestation? Quelle sortie de crise? L'Union européenne est-elle en train de lâcher les Ukrainiens? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Annie Daubenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse, spécialiste de l'Ukraine, vous avez été conseiller culturel à l'ambassade de France à Kiev, c'est entre 1998 et 2001, auteur de Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance, et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Yulia Shukan, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, spécialiste de la vie politique et parlementaire ukrainienne. Pierre Laurin, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation. Dimitri Dokochko, bonsoir. Journaliste à Russia Today, organisateur aussi des Journées du livre russe, et c'est à la fin du mois, je crois. 31 janvier et 1er février à la mairie du 5e arrondissement à Paris. Voilà, et par Skype, en direct de Kiev ce soir, Andrei Kourkov, bonsoir monsieur. Vous êtes écrivain ukrainien, pro-européen. Vous rendez régulièrement sur cette place de l'indépendance sur Maïdan, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Le jardinier d'Otchakov, et c'est aux éditions Liana Levy. La première question, elle va pour vous, monsieur, ce soir. Vous êtes en direct de Kiev. Quelle est la situation ce soir dans la capitale ukrainienne? Je suis rentré chez moi il y a 30 minutes de Maïdan. J'habite 5 minutes à pied du centre de Kiev, du centre de protestation, et 10 minutes de la rue Grushevski, où il y a la ligne de front entre la police spéciale et les manifestants. Au moment, c'est très calme. Les gens attendent le résultat de conversation des chefs d'opposition avec M. Yanukovych. La rencontre a commencé très tard, 5 heures plus tard qu'était accordé. Les chefs d'opposition devaient attendre 5 heures. Je ne sais pas, peut-être dans le bureau du président, parce qu'il y avait une autre rencontre avec le chef de la corporation américaine Exxon. C'était plus important pour lui. Et maintenant, on va attendre les résultats. Mais il y a déjà des mouvements dans la rue Grushevski. Il y a des polices qui essaient maintenant de casser les barricades. Dimitri Dokochko, est-ce que vous êtes choqué par ces violences, par cette tournure autoritaire que prend le régime avec ses lois liberticides, un régime qui tire aujourd'hui sur sa propre population, hein? On est toujours choqué par de la répression, bien sûr, oui. Maintenant, il faut quand même pas être complètement en sens unique au niveau des commentaires, comme l'a été la presse occidentale quand même beaucoup tous ces temps-ci. Notamment, il y a quand même des manifestants qui sont assez bien organisés, qui s'attaquent à la police d'une manière très organisée. Là, on ne parle que de Kiev, on ne parle pas de ce qui est en train de se passer à Lvov, peut-être à Ternopol, où les administrations ont été carrément prises d'assaut, où le gouverneur local a démissionné. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très grave où on risque d'aller vers une division de l'Ukraine qui a l'air de se matérialiser là, puisqu'il va y avoir une dualité de pouvoir au moins à l'ouest de l'Ukraine. Alors comme vous le savez, il y a une grosse différence entre l'ouest de l'Ukraine, l'est de l'Ukraine, et alors la situation à Kiev, c'est sans doute la plus intéressante. Ça peut un peu se comparer à ce qu'est Bruxelles en Belgique, où vous avez la Wallonie, la Flandre, et puis Bruxelles entre les deux, et c'est pour Bruxelles qu'on se bat. C'est un peu pour Kiev que sont en train de se battre peut-être les deux parties de l'Ukraine. Alors vous, si je vous entends bien, tout n'est pas noir, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des responsabilités des deux côtés, en tout cas, c'est ce que vous dites ce soir. C'est-à-dire que les choses partent d'une part d'une
impopularité évidente du pouvoir ukrainien, ça depuis pas mal d'années déjà, et malheureusement des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien Yanukovych que Yushchenko qui l'a précédé, et d'autre part de cette affaire européenne où on a donné beaucoup d'illusions aux Ukrainiens en leur faisant penser que l'Union européenne va leur permettre de passer à la démocratie et à un niveau de vie de l'Ouest européen, ce qui n'est évidemment pas le cas. Annie Daubenton, cette radicalisation, est-ce qu'il y a une radicalisation des deux camps, comme le dit quand même Dimitri de Koshko, ou est-ce qu'aujourd'hui il faut jeter la pierre au pouvoir ukrainien et dire c'est un pouvoir qui a donné un tour de vis autoritaire? Écoutez, je pense qu'il y a quiproquo des deux côtés. Il y a quiproquo d'abord sur l'Europe, puisque vous venez de parler de l'Europe. C'est le pouvoir ukrainien lui-même qui a entretenu, si je puis dire, ses illusions pratiquement jusqu'à 8 jours avant le sommet de Vilnius. Donc la population, bien sûr, était en phase avec cet enthousiasme européen qui s'était propagé et qui avait été pratiquement presque signé durant toutes ces années de négociations. L'autre quiproquo sur lequel je voudrais revenir, c'est sur cette dichotomie bien connue entre l'Est et l'Ouest, qui est une dichotomie qui arrange bien sûr la vision moscovite des choses. Je dirais vraiment radicalement et contrairement à cela, que cette crise étonnamment a réuni l'Ukraine. Je sais que ça peut être paradoxal de dire cela, mais c'est ainsi, et je dirais peut-être dramatiquement, dans ce moment dramatique que connaît le pays. Pourquoi? D'abord parce que quand même cette mobilisation de la société civile touche aujourd'hui une 50aine de villes d'Ukraine. Ces 50 villes n'ont pas pris les institutions par la force. Elles les ont simplement ou cernées ou occupées pour faire valoir ce qui était véritablement des décisions non démocratiques. Ensuite, en ce qui concerne les violences qui ont lieu à Kiev, là aussi, il faut quand même saluer de toute façon les décisions non 2 mois. Vous permettez? Je vous ai laissé parler. Il faut saluer quand même les 2 mois de mobilisation de cette population. On en est à 2 mois de mobilisation totalement pacifique. Il est évident qu'à un moment donné, étant donné la non-réponse du pouvoir, étant donné les difficultés, je dirais, climatiques, physiques que cette population a endurées, à un moment donné, la patience déborde, qu'il y ait des éléments difficilement contrôlables. Oui, parce qu'il y a eu des mouvements quand même nationalistes, d'extrême droite, qui se sont aussi emparés finalement de cette protestation. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont souvent à l'origine des violences qu'il y a eu à quelques mètres de la place de l'indépendance. Donc il y a une récupération, il y a eu des dérapages. Et que l'extrême droite, si je puis dire, ait été débordée, c'est évident. Et là-dessus, des manifestants plus qu'impatients ont emboîté le pas. Moi, je voudrais faire réagir Pierre Laurin. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque Annie Daubenton dit finalement que cette crise a réuni l'Ukraine? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ce soir, que c'est une population qui est derrière ce mouvement? Je n'ai pas réellement l'impression que ce soit le cas. En apparence, effectivement, de la même manière qu'en apparence, l'Ukraine était unie au moment de la Révolution orange, et on a bien vu dans les élections qui ont suivi que le clivage restait. C'est tout de même curieux que toutes les élections qui ont suivi la Révolution orange ont été tellement 50-50 que le pays est devenu pratiquement ingérable et qu'il l'est encore aujourd'hui. Donc, il faut se méfier de ces aspects lorsqu'on voit les choses de très loin et qu'il y a beaucoup de foules. Les foules, on les réunit, vous savez, ce n'est pas très difficile. Ce qui est beaucoup plus difficile à contrôler, ce sont les éléments qui débordent et qui ont intérêt à déborder. Et là, je crois qu'on est entré, depuis dimanche en Ukraine, dans un cycle de provocation-répression qui est assez caractéristique du début de toute guérilla urbaine. Il ne s'agit pas pour moi de jeter un élément de morale ou quoi que ce soit, c'est simplement une constatation. Nous sommes au début d'une guérilla urbaine. Yulia Shukhan, je vois que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre Laurin en disant finalement que c'est un pays qui est fracturé, c'est un pays aujourd'hui qui est divisé, l'Ukraine. Oui, je ne suis pas d'accord, et notamment avec cette comparaison
de l'Ukraine au moment de la révolution orange en 2004. Ce qu'on a vu en 2004, c'est une vraie division avec un certain nombre d'initiatives prises tant à l'ouest qu'à l'est par les autorités locales, initiatives qui allaient en effet dans le sens de la séparation de l'Ukraine. Aujourd'hui, ce qu'on voit finalement, c'est plutôt effectivement, comme a dit Annie de Banton, une mobilisation nationale, une mobilisation nationale pro-européenne, mais aussi contestataire du régime politique en place, qui touche tant les villes du sud, de l'est, de l'ouest ou encore du nord. Donc c'est une vraie mobilisation nationale. Et le deuxième point avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est la question de la radicalisation. En effet, la radicalisation, elle est venue effectivement à cause de ces 2 mois d'attente, d'absence de plan d'action concret de la part, que les opposants n'ont pas pu proposer aux protestataires. Mais on ne peut plus, à mon sens, limiter cette radicalisation uniquement aux plus extrêmes. Certes, les plus radicaux ont été à l'initiative des violences, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la violence apparaît comme le seul moyen d'action, le seul répertoire d'action face au pouvoir qui est sourd aux revendications. On a quand même attendu 2 mois et aucune avancée en termes de revendications, aucune satisfaction des revendications. Mais les revendications, elles vont loin quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande quand même finalement des élections anticipées d'un homme qui a été élu démocratiquement et qui a quand même malgré tout... Oui, est-ce que ça veut dire que le président Yanukovych n'a plus de légitimité aujourd'hui ? Il n'est pas considéré comme légitime, en effet, par les protestataires. Mais le mouvement a évolué, puisqu'on a eu 2 phases déjà en termes de revendications. On commence avec le caractère pro-européen, donc de demande de signature de l'accord d'association. On bascule à partir du 30 novembre, à partir du moment où la première répression des manifestants, répression violente est intervenue, on bascule dans une revendication autour des droits. Droit de vivre dans un État non corrompu, d'avoir des administrations efficaces, de ne pas craindre la police quand on se déplace en ville, etc. etc. Il faut dire quand même qu'avant que le président Yanukovych gouverne, quand même, l'opposition était elle-même au pouvoir et n'a pas réformé non plus l'État. Et il y avait une multitude aussi d'affaires de corruption, Yulia Tymoshenko en étant un cas parmi d'autres. Je ne jette pas uniquement la pierre au président Yanukovych, ces pratiques existaient. Pour beaucoup déjà en Ukraine aussi avant sa présidence, mais elles se sont bien enracinées. Et de nouvelles pratiques sont apparues, comme l'affairisme autour de la famille présidentielle, donc avec une grosse fortune constituée par les propriétés effectivement du chef de l'État ou encore donc des membres de sa famille. Et donc je n'ai pas fini juste sur la radicalisation, s'il vous plaît. Je pense que ce ne sont pas uniquement les plus extrêmes qui agissent dans la rue. Et c'est ce qu'on voit très bien dans les images que vous et toutes les télévisions montrent. Nous voyons des femmes qui apportent à manger, qui apportent à boire aux protestataires. Nous voyons des hommes qui construisent aussi des barricades. Ils participent à cette mobilisation et donc qu'ils considèrent que seule la violence peut être un moyen de pression face au pouvoir qui est totalement sourd. Dimitri de Koshko, est-ce que vous pensez qu'on peut assister à une nouvelle révolution ? Alors, je pense qu'on peut assister sans doute à des mouvements révolutionnaires et je pense que la guérilla urbaine est une bonne analyse, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est déjà révolutionnaire donc dans certaines provinces de l'Ouest, puisque Lvov a été prise aujourd'hui donc par les manifestants et le gouverneur, qui s'appelle M. Salo, c'est assez rigolo, mais enfin bon, a démissionné. Mais en revanche, de l'autre côté, alors là, contrairement à ce que vous dites, à Simferopol, c'est-à-dire la capitale de la Crimée, ils ont envoyé des communiqués en disant attention, toute tentative de faire démissionner le pouvoir d'une manière illégale ne sera pas reconnue par la République autonome, disons, de Crimée, et la Rada de Crimée se voit libre de décider de son sort. Donc on ne peut pas dire que ce soit réellement dans le sens d'une unification du pays. Quant à l'aspect Union européenne, c'est vrai qu'il y avait énormément d'espoir des Ukrainiens, et là, de partout, c'est vrai. Mais parce que aussi bien le pouvoir que l'opposition racontaient en fait des choses qui ne correspondaient pas vraiment aux réalités. Et notamment les négociateurs de l'Union européenne, qui avaient été choisis parmi un Polonais, qui était le frère jumeau, vous savez, de celui qui est mort dans l'avion. Kwasniewski, ouais. Voilà, Kwasniewski, qui était... n'a rien à voir avec il a été dans la négociation pour l'Union européenne avec l'Ukraine. Ils ont promis des sous aux Ukrainiens. Pas Kaczynski. Je pense qu'il y a une confusion. Kwasniewski, mais pas Kaczynski. Moi, je vous parle des jumeaux.
Alors, Kaczynski n'était pas dans les négociations. Il n'était pas dans les négociations. Attendez, ils étaient dans les négociations avec la présidente lituanienne et avec un député tchèque. Kwasniewski. On parle d'Alexandre Kwasniewski. Ok, peu importe, le fait est qu'ils ont promis des choses aux Ukrainiens. Ils leur ont promis notamment 20 milliards d'euros d'aide, qu'ils n'ont jamais été votés par aucune instance de l'Union européenne. D'autre part, oui, ils avaient un espoir par l'Union européenne que la corruption allait se terminer, qu'on allait devenir démocratique et tout. Mais avec quels moyens ? Avec quels sous on allait empêcher la corruption qui existe effectivement en Ukraine depuis pas mal de temps quand même. Il fallait quand même, d'autre part, il y avait quand même un vrai souci, c'est que qui allait payer la mise aux normes de toutes les industries, des commerces en Ukraine, aux normes européennes? Qui allait acheter les marchandises ukrainiennes? Fallait quand même se poser la question de tout ça. Et ces questions-là, on ne les a pas du tout posées. Les questions économiques, finalement, parce que le pays est très dépendant de la Russie économiquement. Mais bien sûr qu'il en est dépendant. Il n'est pas, comme disait Gomulka à propos de la Pologne n'est pas en Australie. L'Ukraine non plus. Allez, je voudrais faire réagir Andrei Kourkov. On parlait justement peut-être d'une nouvelle révolution. Et vous dites, Andrei Kourkov, que Maïdan, c'est l'école de la révolution et que le pouvoir aujourd'hui n'est pas en phase avec la société. Oui, c'est l'école. Et en fait, les élèves de cette révolution sont déjà engagés dans les actions dans les villes comme Lviv, Jytomyr, Tcherkassy, Ternopil, où les bâtiments du gouvernement local sont occupés aujourd'hui. C'est les gens qui sont venus quelques fois et restés pendant ces 2 mois à Kiev, en apprenant la révolution, les protestations. Et ça, c'était possible grâce à M. Yanukovych qui a ignoré les protestations, les manifestations pendant 2 mois. Merci Andrei Kourkov. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de notre débat. Et on se posera à savoir quelle solution à cette crise en Ukraine. Est-ce qu'on va aller vers des élections anticipées? Est-ce que le président Yanukovych va lâcher du lest? Et surtout, est-ce que vous avez le sentiment ce soir que l'Union européenne lâche un peu les Ukrainiens? Voilà les questions qu'on posera à nos invités dans un instant. Mais avant cela, le rappel des titres.